À l'heure des grands enjeux, je suis SO Dr TV, bienvenue. Premier numéro de l'année 2025 et nous recevrons le professeur agrégé Yves Eklesok-Bani. Il est le coordonnateur national des services de santé essentiels et de qualité pour une couverture sanitaire universelle. L'AMU, un projet ambitieux mais aussi audacieux du gouvernement togolais pour favoriser des soins de qualité, que l'on soit pauvre, riche ou moyen. Eh bien, c'est en voie. Et avec le professeur Bani, nous verrons bien ce qui se fait derrière pour assurer, on va dire, les infrastructures, mais aussi du dispositif pour pouvoir permettre aux populations de pouvoir bénéficier de ces soins dans toute réalité, mais aussi en toute simplicité. Et là, nous parlons donc d'accès. Professeur Bani, très heureux de vous retrouver pour le tout premier numéro des grands enjeux de 2025. Merci, plaisir partagé. Voilà, nos meilleurs vœux à vous et on vous souhaite le meilleur dans tout, mais aussi surtout du succès pour le SECU, on va l'appeler comme ça, le Sécu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de S, on va décortiquer tout ça tout à l'heure, je le disais dans mon introduction. Vous en êtes le coordonnateur, mais déjà vos premiers mots sur ce projet, quand on en entend parler, vous êtes sur le terrain d'ailleurs depuis, on est à plus de 50% de réalisation de ce projet. Vos premiers mots avant que je ne vous demande si vraiment c'est un projet que nous connaissons. Et le projet Sécu, aujourd'hui, je crois, est un projet qui a déjà 3 ans de vie et qui a déjà commencé par donner des résultats concrets sur le terrain, notamment à travers le renforcement des infrastructures, mais aussi à travers l'accompagnement de la couverture sanitaire universelle qui est une réalité dans notre pays depuis le 1er janvier de l'année passée. Voilà quelques actions clés de ce projet important de la feuille de route gouvernementale. Eh bien, on l'a dit, au bout, c'est de permettre aux populations togolaises de pouvoir bénéficier des soins de qualité. Il y a eu toute une panoplie de projets quand même qui ont commencé. Et le Sécu va rentrer en ligne pour, on va dire, une pénétration, sinon une installation véritable de cet AMU. Sur le terrain, il y a quand même des choses qui se font. Regardons déjà ce que ce docteur T est allé constater, et puis nous allons revenir pour continuer nos échanges. Universalité, mutualisation des risques et des coûts, solidarité, égalité d'accès aux soins, autant de valeurs qui fondent l'assurance maladie universelle AMU. Son ambition, être un véritable bouclier social en levant les barrières financières pour faire de la santé un droit universel. Pour concrétiser cet engagement, le gouvernement togolais, avec l'appui du groupe de la Banque mondiale, met en place le projet Service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle au Togo, Sécu. Son objectif, renforcer l'accès aux soins en priorité pour les femmes, les enfants et les personnes dont les conditions ne sont pas réunies. Sincèrement, le projet Sécu a fait un bon travail, surtout dans Tanjouaré, précisément au CMS Bogou. Il a fait vraiment, les mots me manquent. En tout temps, la médecine et la maternité étaient ensemble. Mais maintenant, on nous a séparés, on est un peu à l'aise. Les soins maintenant, comme les femmes viennent accoucher, les cris et autres, maintenant les hommes ne sont plus à côté pour écouter. Disons, depuis qu'on a fini la construction, les accouchements ont doublé. Et la vaccination aussi, sincèrement, les femmes viennent. Et quand elles viennent, il y a la période là-bas, elles sont assises à l'aise, elles ne sont plus coincées, elles sont à l'aise. Nous avons eu la rénovation du bloc maternité, la rénovation également du bloc médecine où nous sommes actuellement, la construction d'un incinérateur, plus 3 sanitaires. Pour ça, nous sommes vraiment reconnaissants pour ça. Et en plus, nous avons eu aussi le dispositif de lave-mains qui est construit, en plus la paillote pour les réunions. Construction de la clôture façade sur 100 mètres. En plus, les cornets, les bornes qui sont relevées et la porte d'entrée principale qui est vraiment réalisée. Donc on dit vraiment un sincère merci pour ce projet. Avant, pour faire la vaccination, on s'assoit sous l'arbre et il n'y avait pas la patane.
Il n'y a pas ce qu'on va s'asseoir sur ça. Mais maintenant, nous avons de la patane. Il y a la toilette, il y a lave-mains. Nous sommes fiers de ça. En s'alliant à l'AMU, le Sécu pose les bases d'un système de santé plus inclusif et efficace. Un pas de plus vers un Togo où la santé devient une réalité accessible à tous. Retour donc à vous, mon cher professeur Bagny. Vous l'avez dit, 3 ans de vie. Alors, quelles sont les parties prenantes de ce projet et leur rôle? On sait très bien que c'est un projet qui est créé, qui est initié pour favoriser justement l'assurance, la couverture sanitaire universelle pour les Togolais. Alors, d'abord, quelles sont les parties prenantes? En vous écoutant tout à l'heure, on a l'idée plus ou moins de ce que c'est et on le verra tout au long de cette émission. Qui sont impliqués, qui sont derrière? Est-ce que c'est l'État togolais qui seul décide, le fait? Mais comment tout cela et quels sont les rôles de tous ceux qui interviennent sur toute la chaîne de réalisation de ce projet? D'accord. Alors, le projet Sécu, c'est un projet clé, un des projets importants du gouvernement togolais qui est né de la volonté du chef de l'État d'améliorer la qualité de vie des populations à travers la qualité de l'offre de soins, mais également à travers la disponibilité des infrastructures, de façon globale à travers le renforcement du système sanitaire, ceci dans le but d'accompagner sereinement la mise en place de la couverture sanitaire universelle. Et donc, pour revenir à votre question, on peut dire que le premier acteur de ce projet, c'est l'État togolais. C'est l'État togolais puisque le projet est porté par le gouvernement togolais et qui est accompagné dans cette ambition-là par la Banque mondiale. Donc, les 2 acteurs clés de ce projet, c'est l'État togolais et la Banque mondiale. Bien entendu, s'il faut identifier un 3e acteur, ce sont les communautés, les populations qui bénéficient de ce projet, donc vous et moi, donc l'ensemble des Togolais. Voilà. Alors, on a vu donc, on a dit les parties prenantes, ceux qui véritablement sont les leviers de ce projet, le gouvernement togolais qui l'initie, et la Banque mondiale derrière qui apporte donc, on imagine, le soutien financier et aussi l'accompagnement technique pour que cela se réalise. Mais maintenant, la mise en œuvre sur le terrain, quels en sont les acteurs? Alors, le projet Sécu, peut-être qu'il est important de dire ce que c'est et on comprendra alors mieux les différents acteurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'objectif de ce projet, c'est de construire un système sanitaire robuste, d'accompagner la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Construire un système sanitaire robuste, comprenez par là que le projet est partir d'un certain nombre de constats. On sait très bien que le système sanitaire au Togo, surtout avec le passage de la maladie à Covid, a connu des chamboulements, des difficultés. On sait que le système il n'est pas parfait à tout point de vue, qu'il y a des insuffisances à corriger, qu'il y a des choses à améliorer. Et donc, ce système, il faut le rendre plus résilient. Il faut partir sur le fait qu'aujourd'hui, aucun Togolais ne doit se sentir un peu lésé dans l'offre de soins de santé. Et donc, avoir la possibilité d'avoir accès aux soins de santé où qu'on se trouve sur le territoire togolais, avoir la possibilité d'avoir accès à un personnel de santé formé, bien formé, un personnel de santé de qualité où qu'on se trouve sur le territoire togolais, mais surtout de ne plus avoir aujourd'hui au Togo comme fardeau le coût financier direct lié au problème de maladie. Ce sont les objectifs ou disons les constats qui ont amené à l'initiation de ce projet où aujourd'hui l'objectif clairement annoncé, c'est de faire en sorte qu'aucun Togolais ne soit à plus de 5 km d'une formation sanitaire, à plus de 30 minutes d'une formation sanitaire, et donc que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé, qu'on soit
travailleurs ou non travailleurs, qu'on soit nanti ou pas, qu'on soit pauvre ou qu'on ait les moyens, qu'on soit personne âgée ou enfant, tout le monde sur le territoire togolais doit avoir accès aux soins de santé. Voilà donc ce qui a motivé le démarrage, sinon la mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle dans notre pays. Et pour que l'assurance maladie soit une réalité pour tous les Togolais, il faut déjà anticiper sur les implications de l'extension de cette assurance maladie-là, en termes d'augmentation de l'offre de soins, sinon en termes d'augmentation de la demande ou de la consommation des soins, en termes de pression qu'il va y avoir sur les infrastructures sanitaires, en termes de pression qu'il va y avoir sur le plateau technique, mais également en termes de pression qu'il va y avoir sur le personnel médical qui, on le sait, n'est pas équitablement réparti dans notre, en tout cas sur notre territoire. Et donc, pour pouvoir permettre la mise en œuvre, je vais dire, de façon sereine de l'assurance maladie universelle, il était opportun de commencer déjà par renforcer le système. Et donc, le projet a commencé en 2021 déjà, par anticiper sur le fait que les infrastructures sanitaires qui existent mais qui sont vétustes devraient être remises à niveau, donc réhabilitées. Les régions où on n'a pas d'infrastructures sanitaires, pour permettre à ceux qui sont dans ces régions-là de pouvoir avoir accès aux soins de santé, il faut construire. Donc c'est ce qui a motivé donc la rénovation, la construction des formations sanitaires et leur équipement. Absolument. Avant le démarrage effectif de l'assurance maladie universelle. Comme on l'a constaté dans le reportage, effectivement, c'est vrai que plus on va dire aux gens, vous arrivez à l'hôpital, vous ne payez plus de frais directement, les gens vont logiquement s'amener. Et quand les gens vont s'amener, ce qu'on avait ne permettait pas effectivement de pouvoir disposer, sinon interner les gens dans les hôpitaux, sur quel lit encore? Eh bien, donc, justement, on dit, il faut partir en avant, déblayer le terrain, baliser le chemin, pour faire en sorte que tout ce flux donc, de demandeurs de soins puisse être véritablement mis à l'aise, mis dans des conditions idéales pour bénéficier de cet accès de santé. Alors, vous avez parfaitement raison on va dire, de décrypter la chose de cette façon et de la présenter comme ça, parce que vous l'avez dit, d'aucuns diront, on revient de loin. C'est vrai que le gouvernement togolais a procédé vraiment de façon pragmatique, par étapes. On est parti de l'INAM, qui était étendu à une couche, une catégorie de la société. On est arrivé avec certains programmes, on est passé par Ouzou, sans oublier qu'il y a déjà plus d'une décennie la Carman, et puis la gratuité de la césarienne aussi, qui est passée. Mais on a cru bon aujourd'hui de mettre... Donc on a vu un peu le lien entre l'AMU et le Sécu aujourd'hui. Alors, quels sont, on va dire, les impacts visés concrètement? Vous l'avez dit, on veut faire en sorte qu'on puisse apporter les soins. Mais au bout, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, 5 ans après la mise en œuvre de l'AMU, 10 ans, qu'est-ce que l'on pourra être en droit de dire au travers de ce projet? Alors certainement, 5 ans après la mise en œuvre de ce projet, 10 ans après, il y aura un impact sérieux, certain, visible. Déjà, à 3 ans après la mise en œuvre de ce projet, on voit déjà l'impact sur le terrain. Tout à l'heure, j'ai énoncé le fait que avant même de commencer la mise en œuvre, l'extension de l'AMU à toute la population, on a déjà commencé par faire un travail d'amont sur le renforcement du système sanitaire. C'est un travail dynamique qui continue. C'est un travail dynamique qui continue et au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, en termes d'impact, quand vous allez dans les régions reculées du Togo, vous allez voir qu'il y a de nouvelles formations sanitaires qui sont érigées. Déjà, vous regardez un peu dans la région des savanes, l'État, à travers le projet Sécu, a rénové 60 formations sanitaires existantes déjà. Malgré les difficultés qu'on connaît dans cette région, l'État a pris l'engagement de renouveler les formations sanitaires 60 dans la région. Bien évidemment, le terrorisme, le djihadisme sévit. Tout à fait. On a un problème sécuritaire, mais l'État est arrivé justement malgré tout à sécuriser
et à réhabiliter des formations pour permettre aux populations d'y avoir accès facilement. Oui. Ceci dans le but de permettre à ce qu'il y ait un peu d'équité dans l'offre de soins, de permettre à ce qu'aucun des Togolais ne se sente vraiment oublié, laissé de côté. Donc il y a eu des rénovations dans la région des savanes, 60, mais il y a également de nouvelles constructions dans les zones où il y a besoin d'implanter de nouvelles formations sanitaires. Il y a eu 16 dans la région des savanes. On a également, je crois, une vingtaine dans la région de Kara, une quinzaine, une vingtaine à peu près dans la région centrale et dans les plateaux, à peu près 35 également. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est, depuis l'année passée, avril jusqu'à présent, on est sur 86 nouvelles formations sanitaires qui sont en cours de construction dans le pays. Il y a une bonne partie qui est finie, on a déjà commencé les réceptions provisoires des premières formations sanitaires qui sont finies. L'ensemble de ces formations sanitaires rénovées et ce qui est en train d'être achevé en termes de construction vont bénéficier des équipements. Et si il vous souvient que l'année passée, l'État a fait un gros investissement en termes d'équipements médicaux, ce qui fait que si vous allez dans la plupart de nos formations sanitaires actuellement, vous allez voir que le plateau technique a été remis à niveau. On a changé des lits, on a équipé les formations sanitaires de matériel, d'équipements, de laboratoire, de radiologie, de scanner, d'échographie. Il y a eu beaucoup d'équipements qui ont été achetés. Le diagnostic le plus souvent. Le diagnostic, mais également dans les questions de transfert de patients, il y a eu des ambulances qui ont été achetées. Donc c'est pour vous dire que c'est l'ensemble du système sanitaire dans sa totalité qui est prise en compte. Mais bien entendu, les besoins sont énormes et on va progressivement en fonction des moyens dont dispose l'État. Mais rien n'est laissé sur le côté et je pense que cette dynamique-là continue dans le sens d'arriver à construire un système sanitaire vraiment robuste. Il n'y a pas que la question d'infrastructure ou d'équipement. Au même moment, il y a également la prise en compte du personnel de santé. Et vous savez que pour pouvoir disponibiliser du personnel de santé de qualité dans notre pays, nous avons plusieurs écoles de formation. La plus ancienne, c'est l'école de médecine de Lomé, mais récemment, il y a également une faculté de médecine dans le Saint-Atrion à Kara pour pouvoir former également dans cette région des médecins. Mais dans toutes les régions, il y a des écoles de formation des paramédicaux, notamment les infirmiers, les sages-femmes, les kinés, etc., etc. Ceci, c'est pour mettre à disposition le personnel médical suffisant. Mais au-delà de former, il y a également des efforts faits par l'État régulièrement pour le recrutement du personnel médical. Et donc, je crois que le dernier recrutement remonte à quelques mois déjà, l'année passée, où il y a eu recrutement d'un nombre assez conséquent de personnel médical. Ceci pour soulager un peu les difficultés qu'on connaît en termes de personnel dans les formations sanitaires. Et je pense bien que pour cette nouvelle année 2025, l'État a déjà annoncé les couleurs, comme quoi il y aurait encore un concours dans ce sens-là. Donc c'est pour vous dire que c'est un processus qui évolue, où l'État fait des efforts pour construire un système sanitaire capable de soutenir, d'accompagner la mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle. Alors on voit bien avec ce développement que vous avez fait, et je pense que l'on vous a écouté avec beaucoup d'intérêt, et c'est pour ça que je n'ai pas cru bon de vous interrompre, parce que ça permet quand même d'avoir le panorama de la dynamique qui est enclenchée sur le plan, on va dire, médical et sanitaire de façon globale. Vous l'avez dit, il ne s'agit pas qu'aujourd'hui donc du plateau technique, il y a le personnel aussi qu'il faut mettre là, parce que vous l'avez dit, on a pratiquement parfois des déserts médicaux, on va les appeler comme ça, dans certaines de nos régions, vous ne voyez pas en réalité un médecin, mais vous voyez des assistants. Ça aussi, ça a été quand même une des difficultés pendant longtemps qui a plané sur le système sanitaire. Et vous le dites si bien, meilleure répartition, à la fois des infrastructures, meilleure répartition à la fois du personnel pour une équité. Mais là,
il reste donc les bénéficiaires, les populations. Quel changement l'on attend de leur part quand on met tout cela en œuvre? Alors, l'impact premier de tout cet investissement-là, de ces dispositions qui sont prises par l'État, c'est d'apporter aux populations les soins de santé de qualité. Mais en même temps, si vous avez bien suivi ce que je viens de dire, c'est également de pouvoir rapprocher les populations des formations sanitaires. Voilà. Mais une chose est de pouvoir avoir accès aux soins de santé de qualité, d'avoir la possibilité d'aller se faire consulter ou de se faire soigner dans un hôpital qui se trouve juste à côté. Mais une chose aussi est d'avoir les moyens de pouvoir se faire prendre en charge. Et donc tout à l'heure, je disais que dans le cadre du projet Sécu, l'État ambitionne également de pouvoir lever le fardeau que constituent les frais directs liés à la maladie aux populations. Voilà pourquoi l'État a favorisé l'extension de la couverture sanitaire à toutes les populations qui vivent sur le sol togolais. Et cette assurance maladie universelle, elle est une réalité, elle a réellement commencé. Elle a commencé, elle est répartie sur 2 organismes de gestion, notamment l'INAM, qui était déjà dans l'assurance maladie universelle depuis 12 ans déjà, avec les fonctionnaires et agents de l'État, les retraités. Donc il y a assez de recul. Assez de recul sur la gestion assurantielle par l'INAM. Mais en même temps, la CNSS, qui est également entrée dans la danse avec la prise en charge des travailleurs du privé, et notamment les travailleurs du privé formel sur lesquels la CNSS est déjà partie. Et certainement, il reste le gros, je vais dire la grande partie des travailleurs non salariés, ceux du privé informel. Et donc, c'est aussi un processus dynamique qui va évoluer étape par étape, progressivement, mais sûrement vers la prise en charge de tous les Togolais sans exception. Quand je parle de tous les Togolais, on dira, vous n'avez cité que les travailleurs, mais bien entendu, au-delà des travailleurs, que ce soit du public ou du privé, en dehors de cela, il y a aussi la prise en charge des personnes pauvres et vulnérables. Et vous, si vous êtes au courant un peu des dispositions qui ont été prises, les pauvres et les personnes vulnérables sont ceux-là dont la prise en charge est confiée à l'INAM. Avant le démarrage de l'assurance maladie universelle, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait rien qui était fait. Il y avait plusieurs dispositifs qui étaient là, mis en place par l'État, pour soulager les populations vis-à-vis des difficultés financières liées à la maladie. Vous avez bien fait de citer tout à l'heure les programmes comme Ouezou, la Karma, il y a également des fonds, la gratuité de la césarienne, les fonds d'investissement que l'État met à disposition des formations sanitaires pour prendre en charge les indigents, mais également le Soukoulassur, qui est devenu récemment Soukoulamu parce que transféré à l'INAM. Mais toutes ces dispositions, tous ces dispositifs qui étaient là avant le démarrage de l'assurance maladie universelle continuent. Les populations, les femmes enceintes continuent pas à bénéficier de Ouezou. Les élèves, nos écoliers continuent par bénéficier de Soukoulamu, indépendamment de l'AMU global qui est là. Tout ceci, c'est pour dire qu'on sait que l'AMU va évoluer progressivement jusqu'à la couverture totale complète de toutes les populations qui vivent au Togo. Et donc, c'est un choix du gouvernement de maintenir ce système-là en place en attendant que tout le monde soit pris en charge. Pour assurer une sorte de transition harmonisée. Pour arriver donc à l'ultime étape qui est l'AMU, qui va embrasser, aspirer tout cela. On voit bien, faut-il encore demander aujourd'hui à savoir pour le Sécu les différentes composantes, si on vous a bien suivi? Bien sûr. Le Sécu comme un projet a de grandes orientations. Et donc, sur le projet Sécu, vous avez 5 composantes notamment. La première composante qui a pour objectif de pouvoir augmenter l'offre de soins de santé, de nutrition aux populations, mais en particulier aux femmes enceintes, aux enfants, aux vieillards, aux personnes vulnérables.
la deuxième composante qui a pour objectif de pouvoir rapprocher les populations des formations sanitaires. Et donc, c'est ce qui se traduit à travers la construction de nouvelles formations sanitaires dans les zones où il n'y en a pas et la rénovation, la répartition équitable du personnel médical, notamment dans les zones défavorisées. La troisième composante, c'est le renforcement du régime d'assurance maladie. Donc, qui a consacré, qui a accompagné la mise en œuvre effective de la couverture sanitaire universelle dans notre pays. Et la quatrième composante de ce projet, c'est une composante qui est consacrée à la gestion, à l'intendance, au respect des normes de sauvegarde environnementale et sociale. Et comme c'est un projet de la Banque mondiale et comme la plupart des projets de la Banque mondiale, on a une cinquième composante qui est une composante d'urgence en réalité, parce que cette composante-là, c'est une composante, si vous voulez, qui est souvent en stand-by, qui ne peut être activée que lorsque nous sommes dans une situation de catastrophe ou bien d'urgence. En ce moment, oui, on peut faire stand-by sur l'ensemble des composantes que je viens d'énumérer. Les quatre premières. Tout à fait. Voilà. Et puis, on se consacre à l'urgence et après, on pourra revenir un peu comme ce qu'on a connu avec la maladie à Covid-19. Et voilà, ça veut dire qu'en réalité, de manière, on va dire, comme on le dit, l'approche reste holistique, ça veut dire on ne laisse rien de côté, on prend en compte, on va dire, tous les pans, toutes les catégories, mais aussi en même temps tous les rouages de cet accès, de cette équité dans les soins, de manière à ce que, même quand vous le dites, je suis à Nano, je suis à Djakpanga, je suis à, on va dire, Naki, que je puisse dire que celui qui est au CHU Sylvanus Olympio, les mêmes soins dont il bénéficie, j'en bénéficie également. C'est ça, vous le dites, l'équité. Et quelque part aussi, c'est de dire, si je ne peux pas avoir le professeur Bani à Lomé, il y a un professeur, forcément à Naki Est, qui vient régulièrement ou que je peux voir régulièrement. Et donc, je n'ai pas besoin de traverser tout le Togo pour avoir accès, par exemple, aux séances d'hémodialyse. J'en ai également à Naki, ou tout au moins c'est à côté de Naki. Il y a un problème, un accident tout à l'heure, l'ambulance arrive dans les minutes qui suivent, donc pour sauver les populations. On imagine qu'en réduisant tous ces risques aux populations, mais aussi au système de santé lui-même, parce qu'en termes de gestion, cela coûte quelque chose. Quels peuvent être aujourd'hui les avantages économiques pour notre pays? Parce que c'est ça aussi. L'autre aspect que les gens ne voient pas en réalité et qu'on néglige le plus souvent, ne sachant pas que plus on se soigne vite et bien, on réduit les coûts. Bien entendu, le fait d'investir dans la santé et surtout de la manière dont on est en train de le faire au Togo renforce le sentiment d'équité. Oui. Pourquoi? Parce que nous faisons un investissement de santé, de la prise en charge de nos problèmes de santé dans un contexte de solidarité. C'est ça aussi la notion de l'assurance maladie universelle. C'est la notion de solidarité, d'équité pour tout le monde, mais également le renforcement du système de santé permet à ce que les Togolais soient en meilleur état de santé. Et forcément, lorsqu'on est en meilleur état de santé, ça ne peut qu'impacter le capital humain. Tout à fait. Donc, qui dit investissement, comme on est en train de le faire sur le secteur de la santé, c'est pour améliorer le capital humain. Et quand on a un pays avec des populations qui sont en bonne santé, les gens peuvent alors vaquer librement à leurs occupations, les gens peuvent investir, les gens peuvent créer de la richesse. C'est ça l'impact qu'on a sur les activités de ce projet-là. Et tout ceci dans un contexte où on se sent tous, je vais dire, impliqués. J'ai parlé tout à l'heure de la notion d'équité, de solidarité, mais l'équité, la solidarité, le fait que l'État contribue à nous aider à prendre en charge nos problèmes de santé renforce la cohésion. Tout à fait. La cohésion sociale. Oui. Et donc, vous comprenez que
des populations en bonne santé, dans un contexte de cohésion sociale, dans un contexte, en tout cas dans un climat de paix, ne peuvent qu'œuvrer à améliorer les richesses du pays. Et donc c'est un résultat concret qu'on peut avoir du fait qu'on finance sur la santé. Donc, le premier bénéficiaire, sinon le premier résultat, se traduira par l'amélioration de l'état global de la santé des populations, l'amélioration globale du bien-être du capital humain. Alors c'est vrai que si on ne dépense plus, on va dire de façon exorbitante, mais en même temps aussi dans les coûts directs, on peut faire des économies au niveau individuel, mais aussi l'État aussi économise en prenant en charge, on va dire, de façon précoce les problèmes de santé des populations. On évite donc là les complications. Et de l'autre côté, vous soulignez un aspect qui est très important, c'est que quand on arrive dans une formation sanitaire aujourd'hui, le personnel n'a plus le droit de dire « je suis débordé ». Et donc, l'accueil aussi, quelque part, donc, qui est amélioré, permet justement de donner le sourire à tout le monde. C'est ce que vous êtes en train de dire. Alors, c'est vrai que le chantier a démarré, vous dites, il y a 3 ans. Quels ont été les premiers chantiers et qu'est-ce que l'on a fait comme constat sur le terrain par rapport à tout ce qui était mis en œuvre, mais aussi de la part des populations? Mais les difficultés, forcément, peut-être qu'il y en a eu. Quels ont été, en fait, ce qu'on peut retenir des premières leçons déjà, des premiers chantiers qui ont été engagés? Alors, le projet Sécu a également cette particularité-là de sillonner tout le territoire. Il n'y a pas d'exclusion dans le cadre de ce projet, puisque c'est un projet de santé de façon globale. Tout à fait. Et donc, partout où il y a un besoin d'implanter une formation sanitaire, on essaie de faire l'essentiel avec l'implication, avec la contribution des communautés. Et je dis ça pour souligner le fait que le choix même des zones d'implantation se fait avec la contribution des communautés. Absolument. Et la rénovation également, partout où il y a besoin de rénover, on est allé pour pouvoir rénover. Pour le moment, on sait qu'on n'a pas encore réglé tous les problèmes. On n'a pas encore rénové tout ce qui doit être rénové. On n'a pas encore construit partout où il y a besoin de construction. On a commencé. Certainement, au cours de cette année, il y aura d'autres constructions. Au cours de cette année, il y aura également d'autres rénovations. Mais nous avons eu la chance, nous, de pouvoir de voir un peu dans quelle situation se trouvaient les populations avant qu'on aille. Il y a des formations sanitaires aujourd'hui, quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'on vient de faire une nouvelle construction. Mais c'est des rénovations qu'on a eu à faire. Parce qu'on est parti dans des zones où, quand vous voyez l'état des formations sanitaires à rénover, c'était difficile. Mais aujourd'hui, quand vous retournez dans ces régions-là, les populations sont, je veux dire, sont heureuses. Parce que oui, on a une formation sanitaire à côté, on peut tout de suite, quand on est malade, on peut venir à l'hôpital. Mais dans ces formations sanitaires, il n'y a pas que l'offre de soins en termes de guérison. Les formations sanitaires ont également pour rôle de pouvoir prévenir la maladie. Et donc, à partir de ces formations sanitaires-là, qui sont rénovées ou bien qui sont implantées dans les nouvelles régions, il y a également des actions menées vers les communautés pour les amener à aller de plus en plus dans la prévention. Et donc, c'est une prise en charge holistique de l'ensemble des problèmes qu'on peut avoir sur le plan sanitaire. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a eu à faire. Il y avait des zones où il n'y avait pas d'ambulance. Mais aujourd'hui, avec les efforts du projet, avec les efforts du gouvernement, il y a des ambulances qu'on a commencé par... en tout cas, il y a des formations sanitaires qui ont été dotées d'ambulances. On sait qu'il y a des efforts à faire encore. Et je crois que le gouvernement va continuer dans ce sens-là pour améliorer le quotidien des populations. Mais bien entendu, le renforcement du système sanitaire, l'extension de l'AMU
à toutes les populations aura forcément des implications sur le fonctionnement même de nos hôpitaux, sur notre façon d'offrir les soins. Tout ne sera pas parfait d'un seul coup, c'est un cheminement. Mais il faudrait quand même qu'on comprenne aussi que ce cheminement-là se fait dans les deux sens. Dans le sens de ceux qui offrent les soins, mais aussi dans le sens de ceux qui vont recevoir les soins. Dans le sens de ceux qui bénéficient des soins, oui, aller à l'hôpital quand on est malade, pouvoir faire valoir son assurance maladie dans les conditions qui sont décrites en fonction de la catégorie à laquelle on appartient, éviter d'aller dans des situations ou des comportements qui peuvent impacter négativement l'assurance, notamment la fraude médicale, etc. Mais également pouvoir faire sa contribution lorsqu'on a constaté qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais aussi être, à mon sens, indulgent envers un système, envers un dispositif qui vient à peine de commencer, être un peu indulgent, être un peu compréhensible vers ce nouveau dispositif que, je le dis, est fondé sur la notion de solidarité, d'équité. Un certain principe d'équité sociale, on va dire, avant toute chose, mais qui va favoriser la cohésion sociale, mais aussi, en même temps, l'harmonie au sein des catégories sociales. Parce que vous dites, et nommant les catégories sociales, c'est vrai que les gens peuvent demander, mais quand on nous parle de catégories sociales, finalement, c'est quoi les cibles de ce projet? Dans votre intervention, dans l'une de vos interventions, vous avez souligné justement des programmes qui étaient adressés particulièrement à des cibles. Prenons par exemple les femmes. Quand on va dire, les femmes aussi sont concernées, les enfants sont concernés, les personnes vulnérables. Ce sont là quelques cibles que vous avez énoncées. Est-ce que c'est classifié de cette façon-là? Et qu'est-ce qu'on fait par exemple pour les femmes, pour les enfants, pour les adultes jeunes, pour les vieux? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est défini comme ça ou c'est dans le paquet qu'on va essayer d'offrir à chacun ce qu'il peut en tirer? Alors, peut-être avant de l'aborder, je disais tout à l'heure, donc les efforts doivent être faits dans les deux sens et vis-à-vis de ceux qui bénéficient des soins, mais également ceux qui offrent les soins. Oui. Également, il est de notre responsabilité en tant que soignants de pouvoir veiller à ce que le système puisse durer dans le temps en offrant des soins de qualité, en se montrant beaucoup plus compatissant envers ceux qui viennent, nos concitoyens qui viennent à nous pour bénéficier des soins, en cultivant à travers cette notion de compassion-là, l'accueil, le bon accueil, le sentiment de redevabilité vis-à-vis de l'infrastructure, vis-à-vis de l'équipement, vis-à-vis des moyens qu'on met à notre disposition pour soigner nos concitoyens. Et donc ça, c'est ce qui doit venir de nous en tant que soignants, vis-à-vis de nos concitoyens qui pourraient venir à l'hôpital pour des problèmes de santé. Maintenant, en termes de prise en charge, comme on le dit, dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, c'est une prise en charge holistique de tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Et donc, qu'on soit pauvre ou pas, qu'on ait les moyens ou pas, qu'on travaille ou pas, qu'on soit vieux ou vieillard, ou jeune ou enfant, tout le monde est pris en charge. C'est pas comme les assurances qu'on avait connues ou bien qu'on connaissait par le passé. Avant, était assuré que celui qui travaillait et donc l'employeur pouvait lui permettre d'avoir une assurance. Mais aujourd'hui, avec l'assurance maladie universelle, tout le monde sans exception a droit à l'assurance maladie. Sauf que la population dans son ensemble a été catégorisée. Il y a une partie qui est sous la coupole de l'INAM, ce sont les travailleurs du privé et du public, notamment les agents de l'État, les fonctionnaires, les retraités. À ceux-là, on a ajouté maintenant les personnes pauvres et vulnérables. Mais bien entendu, la prise en charge des personnes pauvres et vulnérables n'a pas encore commencé. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas on ne se décrète pas pauvre et vulnérable. Non, du tout. Pour que quelqu'un puisse être identifié comme personne pauvre ou vulnérable, il faut qu'un travail préalable soit fait. Et je crois que l'État a déjà initié l'établissement du registre des personnes et des ménages
à partir duquel on va pouvoir définir quelles sont les personnes pauvres qui devraient bénéficier de l'assistance médicale de l'État. Et donc, quand ce travail sera fait, eh bien, les pauvres et les personnes vulnérables seront également prises en charge. Mais il y a également ce grand groupe de travailleurs du privé formel qui sont confiés à la CNSS, et à ceux-là sont ajoutés aussi les travailleurs du privé informel, c'est-à-dire les travailleurs non salariés et on a les artisans, les agriculteurs, les revendeuses, ceux qui font le petit commerce, mais également il y a les pasteurs, les religieux, qui ont une activité quand même et qui a une certaine plus-value. Qui doivent également bénéficier de l'assurance. Tout ce groupe-là est confié à la CNSS. Et bien entendu, c'est une population qui est déjà bien connue par la CNSS, et déjà ceux du privé formel, leur prise en charge assurantielle avec la CNSS a commencé. Et donc certainement les prochaines étapes serait maintenant l'enrôlement, la prise en charge assurantielle de ce grand groupe hétérogène, polymorphe, que constituent les travailleurs non salariés, les artisans, les agriculteurs, les cultivateurs, les religieux, etc., etc. Et donc, il doit y avoir aussi un travail préalable avec chaque catégorie socio-professionnelle de ceux-là que je viens de citer. Et quand ce travail préalable-là sera également fini, leur enrôlement, leur prise en charge. À chaque fois, un recensement plus ou moins, justement, comme vous l'avez dit, une identification pour pouvoir effectivement déterminer dans la réalité, la stricte réalité, par rapport à la désignation de ces cibles, parce que on ne va pas mélanger tout le monde. Et puis, vous l'avez dit, on ne peut pas passer du jour au lendemain d'une catégorie à une autre comme ça. Ce serait un peu pêle-mêle, plus ou moins. Alors, nous vous écoutons avec intérêt. On voit bien que c'est un projet qui n'est pas que unidirectionnel. Il est à la fois, on va dire multidirectionnel, qui prend en compte un certain nombre de choses, qui est un vrai levier, justement, de la mise en œuvre de l'AMU. Alors, professeur Bani, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est depuis 3 ans qu'on le met en œuvre. Mais ce projet a commencé quand? Il va finir quand? Ou il va continuer tant que l'AMU va exister? Le projet a eu une durée de vie de 5 ans. Et donc, on a commencé en août 2021 et on est censé finir en 2026, en avril 2026. Et donc, jusque-là, jusqu'à l'année prochaine, nous avons encore un grand nombre de formations sanitaires à construire, de formations sanitaires à renouveler, le plateau technique qu'on doit continuer par renforcer, le personnel médical à redéployer dans toutes les régions, dans toutes les localités de façon équitable, mais surtout de mettre en place une stratégie qui permette de pouvoir fidéliser le personnel médical dans les zones difficiles d'accès. Donc, et continuer par soutenir l'assurance maladie universelle qui vient de commencer, parce que ça demande beaucoup d'investissement en termes de moyens logistiques, en termes de communication, mais il faut peut-être comprendre que ce n'est pas seulement l'État ou bien son partenaire, le bailleur, qui vont être les seuls acteurs. Il y a également les populations, les communautés que représentent vous et nous ici. Nous devons contribuer également de par nos comportements. Nous devons contribuer de par, nos observations, nos contributions pour pouvoir améliorer le système. Mais nous devons également contribuer de par notre indulgence vis-à-vis de ce que nous venons à peine de commencer. Et je pense qu'on a commencé l'assurance maladie il y a de cela exactement 1 an, mais je crois qu'on a quand même déjà des résultats sur le terrain. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Je crois que les organismes gestionnaires, avec la contribution de tous les acteurs, que ce soit de l'État, que ce soit du personnel soignant, mais aussi des assurés, vont continuer alors par améliorer ce bien-là qui est un bien commun à tous les Togolais. L'assurance maladie universelle aujourd'hui, c'est un bien commun à tous les Togolais. Ce n'est pas un bien seulement pour les organismes gestionnaires, mais c'est pour tous les Togolais. Et donc c'est l'ensemble des Togolais qui doivent accompagner les organismes gestionnaires à leur faciliter, à les aider, à les soulager,
vis-à-vis de ce fardeau-là que constitue le coût direct lié à la maladie. À la maladie. Eh bien, vous le dites si bien, nous ne sommes pas en train de conclure, mais vos mots déjà, d'accord, nous amènent droit vers les messages, on va dire, pour finir cette première partie de la série d'émissions que nous allons avoir avec vous. Je le signale déjà, le seul docteur TV en partenariat justement avec donc le Sécu vont dérouler, on va dire, une série d'émissions sur justement les services de santé essentiels et de qualité pour une couverture universelle, sanitaire universelle, j'allais dire. Dans le prochain numéro, nous allons revenir sur les premiers bilans déjà. Vous êtes à plus de 60% de réalisation. Nous sommes allés fouiller un tout petit peu, voir ce que vous faites sur le terrain. On l'énonce comme ça. Dans le prochain numéro, nous allons parler donc du bilan, concrètement sur le terrain, et recueillir encore, on va dire, les premiers sentiments des bénéficiaires qui sont sur le terrain. Et cela nous permettra de voir un peu quelles sont les orientations, les grands axes qu'on va aborder pour les prochains numéros jusqu'à finir le bilan. Vous dites que nous avons encore 1 an et demi, sinon 2 ans presque, pour pouvoir finir ce projet. Donc, ce qui va nous tenir en haleine. Alors, si vous aviez un dernier message peut-être à envoyer à ceux qui nous regardent pour ce premier numéro, que diriez-vous? Je dirais que l'assurance maladie universelle, c'est un bien commun à tous les Togolais, et ce bien commun doit être préservé. Et ça ne peut être préservé que par l'ensemble des Togolais. Chacun a sa partition à jouer dans la préservation de ce bien commun-là. Donc faisons en sorte que l'assurance maladie universelle qui vient de commencer dans notre pays ne soit pas seulement une réalité pour la génération actuelle, mais qu'on ait le mérite que ça soit un bien qu'on va laisser pour les générations futures, pour ceux qui viendront après nous. Voilà le message que j'ai pour... Merci, professeur Yves Akles-Sobagny. Vous êtes le coordonnateur national donc, du Sécu, les services de santé essentiels et de qualité pour une couverture sanitaire universelle, qui est un projet initié par le gouvernement togolais avec l'appui donc financier et technique de la Banque mondiale. Je rappelle également que nous avons l'habitude de vous recevoir sur d'autres plateaux. Vous êtes hépato-gastro-entérologue, vous êtes chef service d'ailleurs dans le domaine. Merci de votre disponibilité. Nous reviendrons, nous l'avons dit, il y aura donc d'autres numéros. Il y aura aussi d'autres plateaux dans un autre cadre avec votre spécialité. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Et chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, l'assurance maladie universelle au Togo devient de plus en plus une réalité et nous sommes tous concernés. Le professeur nous l'a rappelé. Adhérons, acceptons, soyons indulgents, jouons notre partition afin que tout le monde puisse être couvert. Gardez-le arrivé sur notre écran tout au long de 2025. Le meilleur reste à venir. À très bientôt.